Bonjour tout le monde. Donc Kevin, consultant sur la partie économie en viande bovine. Je vais vous partager le support de ce webinaire. Un peu là. Alors attendez, on a un petit souci technique. Voilà. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de reprendre sur le thème économique en viande bovine. Donc, dans une première partie, reprendre le travail qui a été effectué par l'ensemble des conseillers sur la partie viande bovine au sein de Synovia. Une partie sur l'autonomie alimentaire. Et puis ensuite, on prendra un petit temps pour faire de l'échange et répondre à vos questions. Et puis, on repartira sur la mécanisation et la productivité des UGB. Donc pour débuter, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est regarder l'observatoire qu'on a effectué avec les collègues. C'est-à-dire que sur l'année passée, il y a eu autour de 150 coûts de production qui ont été faits en bovin viande, individuellement ou collectivement, sous forme de groupe, et puis également des diagnostics technico-économiques qui vont jusqu'à la marge brute de l'atelier viande bovine. Donc ça qui a été effectué là par notre équipe de conseillers, la quinzaine de conseillers qui ont fait ça dans différents élevages, sur la partie technique et économique également. Je suis revenu sur le système naisseur-engraisseur. Concrètement, en fait, on a mis tout ça, on a fait une synthèse qui nous a permis de faire des repères pour 3 systèmes, à savoir le système naisseur-engraisseur, le système naisseur avec vente de broutard et puis également le système naisseur en agriculture biologique. De ce fait, nous n'avions pas un effectif assez grand pour également faire par race. Donc aujourd'hui, à l'échelle du nombre que nous avions, nous avons mis toutes les races ensemble dans un même système. Donc c'est des documents que vous pouvez retrouver auprès de vos conseillers. Donc, chaque document sont composés de la même façon, à savoir une partie sur les moyens de production. Entre autres, là, sur les naisseurs-engraisseurs, on voit que par travailleur, on a autour de 70 vélages avec une production autour de 48 tonnes de viande vive. Vous retrouvez également la descriptif du système fourrager. On voit entre autres sur ce schéma-là un chargement moyen de 1,5 UGB par hectare, avec 12% de maïs en silage dans cet assolement. Et puis également un critère très important qui est le stock consommé, à savoir donc le stock de fourrage qui a été récolté et consommé par UGB sur l'année. Aussi, vous avez sur la droite une partie troupeau avec les critères de reproduction, les critères aussi génétiques, et également la partie performance d'abattage et valorisation des bovins. Donc, quand on va un peu plus loin sur cette partie-là, on peut retrouver du coup notre marge brute naisseur-engraisseur, donc là qui est en moyenne de 545 € par UGB, où là, voilà, on voit les différents postes de charge avec les produits viande et les aides couplées, et puis toutes les charges opérationnelles autour du coût alimentaire ainsi que des charges d'élevage de l'atelier. Et surtout, ce qui est intéressant derrière, c'est de regarder les écarts qu'on a entre nos élevages. Donc, de ce fait, sur l'année comptable 2019, les écarts que l'on remarque dans nos naisseurs-engraisseurs, quand on regarde nos marges brutes, on a un écart de 20 000 € quand on trie la moitié supérieure et la moitié inférieure, quand on fait un tri sur la partie marge brute. On a un écart de 20 000 € par travailleur qui s'explique pour 6 000 € sur la partie charge. Donc là, des critères multifactoriels qu'on va pouvoir reprendre ensuite dans l'exposé. Et puis également un écart sur la partie conjoncture, filière, enfin toute la partie valorisation, donc qui explique une partie de l'écart également qu'on a au travers de cet échantillon.
Donc voilà sur cette partie naisseur-engraisseur. Donc on voit en gros 20 000 euros d'écart de marge brute selon les dossiers. Et puis avec une partie sur les charges et une partie plutôt filière et qualité des animaux, et puis conjoncture. On a le même travail, je vous présente le même travail qui a été fait sur la partie bio, donc sur un effectif plus petit, plus restreint. On a 22 élevages. Bon, à savoir qu'aujourd'hui, les élevages en agriculture biologique représentent à peu près 15% des élevages suivis à Synovia. Donc là, pareil, on a notre côté moyen de production, à savoir qu'en général, on a 65 vélages par travailleur dans un schéma naisseur avec de la vente de broutard, autour de 30 tonnes de viande vive produit. Un chargement autour de 1 UGB par hectare SFP, avec, on peut dire, peu de maïs. On est 1% de maïs en silage, donc on est sur des systèmes quasi 100% herbe. Et puis 2,5 tonnes de fourrage récolté et consommé par UGB sur l'année. Donc voilà, et vous retrouvez aussi la partie valorisation des bovins et partie performance technique sur le troupeau. Là aussi, toute race confondue. À savoir que dans l'échantillon, contrairement à l'échantillon naisseur-engraisseur, sur l'échantillon naisseur, on est plutôt sur une forte proportion de races dites herbagères, entre autres charolaises et limousines, qui représentent une forte proportion de l'échantillon. Donc là, on se retrouve avec une marge brute autour de 600 euros par UGB. Et puis, Oudi en kilo vif, on est autour de 200 euros pour 100 kg vif. Et là, on a fait le même travail, on a regardé les écarts et on retrouve nos mêmes écarts en fait que pour les naisseurs-engraisseurs. Quand on regarde par travailleur, on a autour de 20 000 euros d'écart de marge brute, avec une explication qui est plus élevée sur la partie charge. On voit que là, on a eu quasiment la moitié qui s'explique par les charges, et puis l'autre moitié qui s'explique plutôt sur la qualité de finition des animaux. Ceux-là, on a vraiment des races qui sont assez proches et similaires. Donc là, on voit qu'on arrive plutôt sur nos qualités de finition, à savoir des animaux bien finis et aussi bien conformés. Donc voilà sur cette première partie. Et derrière, l'enjeu de ces différentes données, c'était aussi derrière d'aller voir les facteurs explicatifs des écarts et de regarder d'un point de vue statistique comment on pouvait expliquer les écarts. Donc c'est un travail qu'on a mené également sur la partie coût de production, où on a fait une base régionale avec les chambres d'agriculture et Bovins Croissance Sèvres-Vendée, ce qui nous a permis de mettre plus de 1000 coûts de production dans une seule et même base, et derrière d'aller ressortir des écarts et surtout des statistiques pour vraiment expliquer les écarts. C'est ça qu'on veut aujourd'hui vous illustrer. Alors, ce qu'on remarque dans un premier temps, quand on regarde sur un échantillon comme celui-ci, donc les points que vous avez à l'écran, c'est 200 élevages naisseurs-engraisseurs charolais, donc ils sont tous dans le même système et dans la même race. Ce que l'on remarque clairement, c'est que le coût alimentaire, c'est le premier poids qui joue sur la rentabilité au sein d'un même système et d'une même race. On voit bien que plus le coût alimentaire, à savoir les concentrés achetés, et puis aussi les approvisionnements des surfaces qui sont autoconsommées, plus c'est élevé, plus la rémunération tend à diminuer sur l'ensemble des races et sur l'ensemble des systèmes. Donc on voit bien que le coût alimentaire, ça doit être le cheval de bataille au quotidien pour gagner là-dessus. Et puis quand on va plus loin sur le coût alimentaire, si on prend toujours sur cet échantillon qui était l'échantillon le plus conséquent qu'on avait, savoir 200 élevages dans un même système et dans une même race, quand on regarde, ce qui en ressort, c'est qu'on voit que plus on tend à avoir un chargement élevé, plus la rentabilité diminue. Donc concrètement, ce que ça veut dire dans d'autres mots, c'est qu'il faut trouver le compromis sur l'autonomie alimentaire et puis aussi le rendement des hectares fourragés, et puis aussi l'équilibre entre les différents ateliers sur l'exploitation, entre autres par exemple entre l'atelier culture et l'atelier bovin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit que quand on n'atteint pas l'équilibre, qu'on tend à charger, donc avoir un chargement plus élevé à l'hectare, du coup, on perd en autonomie et bien souvent, on perd en rentabilité. De ce fait, dans les conclusions,
sur ces deux premiers graphiques, on voit bien que on est sur des chargements adaptés au potentiel des sols. Et puis, on voit bien aussi, comme on vous a montré dans l'échantillon, qu'une forte proportion des élevages qu'on a dans notre public et dans nos 300 échantillons économiques, sont à base d'herbes dans leur schéma. À savoir, on est autour de 10% de culture annuelle, bien souvent du maïs en silage, pour nourrir les animaux. Donc, on voit bien qu'il faut bien l'autonomie alimentaire, c'est aussi avoir de l'herbe pour les herbivores, qui sont le premier fourrage au quotidien pour ces animaux. Et puis le tout derrière, au travers du chargement, comme on a vu, c'est de trouver son équilibre, à savoir, à partir de la surface qu'on a de disponible en fourrage, on est capable de nourrir un certain nombre d'UGB et trouver l'optimum et non le maximum. Car on voit bien les écarts que ça peut provoquer quand on est au maximum, où on a peu ou pas de marge de sécurité pour faire face aux aléas climatiques. Donc l'enjeu, c'est vraiment être en capacité de nourrir à volonté toute l'année l'ensemble des animaux de son exploitation. Donc en repartant de sa surface disponible en fourrage, cela nous donne un nombre d'UGB optimum. Donc voilà, on a repris aussi au travers de ce graphique, on voit bien aussi quand on a la quantité, après c'est la qualité qui va faire la différence. Donc la qualité derrière, ça va être des croissances économes, des animaux plus lourds, en meilleure santé, et puis aussi forcément quand les fourrages sont de qualité, on diminue notre coût alimentaire, à savoir la complémentation en concentré, qu'il soit produit ou acheté d'ailleurs. Donc on voit bien pour la recette pour avoir de l'herbe de qualité, étant donné que ça représente 90% du fourrage, on a notre levier forcément sur les légumineuses, sur le choix des prairies, des espèces qu'on implante lors du semis de nos prairies. Tous les ans, l'autre levier, c'est forcément le stade de récolte, à savoir retrouver le compromis entre la quantité, mais surtout avoir de la qualité, et puis avoir également un rationnement adapté tout au long de l'année, selon la valeur du fourrage qui est pâturé ou distribué pour maintenir des croissances. Et puis voilà, c'est multifactoriel, et donc il y a d'autres leviers qui rentrent également dans ce choix-là. Aussi, sur la partie concentrée, vous retrouvez ici un graphique qui nous montre toujours, je suis parti sur notre échantillon naissant-engraisseur, étant donné que c'est celui où on a le plus de volume en nombre d'élevages. Quand on regarde nos meilleures rémunérations et la moyenne, en fait, on voit bien aussi qu'il y a un effet volume de consommation de concentré. Donc, par exemple, là, c'est clair. En fait, le top 10 en rémunération, il consomme moins de concentré. Donc ça, c'est déjà très important. Et en plus, dans le concentré qu'il autoconsomme, il y a une plus forte proportion d'autoconsommé. Enfin, concrètement, on voit bien, c'est pour schématiser, c'est 18 tonnes à l'année de concentré consommé en moins pour 70 vélages avec des jeunes bovins. Dit sous une autre forme, c'est aussi 5 000 € d'écart de concentré, si on ramène pour 70 vélages, élevage moyen pour un travailleur. Donc on voit que c'est un impact conséquent sur ça. Et puis derrière, on voit clairement un des leviers qui est très efficace, c'est l'autoconsommation des céréales quand on en produit. On voit bien que plus le taux de concentré prélevé sur l'exploitation est élevé, plus le coût alimentaire diminue. Donc on ne peut que encourager fortement à stocker ces céréales sur l'exploitation pour les autoconsommer. Et un coup que ce travail-là est fait, du coup, on complète avec une matière première azotée seule pour équilibrer nos rations. Et je pense qu'au vu du contexte d'aujourd'hui, c'est encore plus vrai, quand on voit aujourd'hui le contexte sur les matières premières azotées, enfin les matières premières en général, la recherche d'autonomie azotée va et est un levier indéniable, à savoir avoir des fourrages riches en valeur azotée pour être le plus autonome possible sur ce point-là également. Donc voilà sur cette première partie autonomie alimentaire.
on voit qu'on a plusieurs outils pour vérifier tout ça. On a la partie pesée des animaux qui a surtout pas à sous-estimer. C'est le résultat de votre conduite au quotidien. Quand les croissances des animaux sont au rendez-vous, c'est que la gestion du rationnement et la gestion technique est calée de votre part. Donc c'est vraiment un garde-fou. On a aussi les analyses de fourrage en amont pour réussir à avoir un rationnement régulier, pour valider les pratiques techniques. On a vu le choix des espèces implantées également. Donc voilà, plusieurs outils qui aident à obtenir cette autonomie et ces économies. Alors on va pouvoir prendre un petit temps de questions. Oui, tout à fait. Donc, deux questions qui sont arrivées. Donc, une première question qui est du fait sur les concentrés. Cette première question sur les concentrés liée par rapport au système naisseur-engraisseur. Donc, c'est sur les alternatives qui peuvent exister pour gagner en autonomie sur la finition des mâles. En effet, sur la filière bovin mâle en jeune bovin, parmi les leviers qu'il existe, qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, on aurait tendance à dire déjà, ce qui compte, c'est aussi le poids au sevrage. Déjà, c'est déjà un premier point, à savoir bien profiter des qualités maternelles des mères. Donc, bien profiter, faire des sevrages de quelqu'un qui est en essai-engraisseur, ne pas hésiter à sevrer à 9-10 mois. Si la vache et le couple mère-veau est bien alimenté avec des fourrages de qualité, plus on sèvrera un mâle qui est lourd, plus on diminuera la durée de finition derrière. Ensuite, dans les alternatives pour gagner, alors bien souvent, c'est au vu du contexte comme évoqué, ça va être réduire le concentré azoté. Dans les alternatives qui fonctionnent, qu'on voit sur le terrain, c'est parfois incorporer une partie ou intégralement de l'herbe dans les rations finition de la voie mâle. Donc là-dessus, il y a eu des essais de faits qui montrent que ça fonctionne avec de l'herbe de qualité, azotée, bien préfanée. Il y a ce levier-là, et puis également dans les autres leviers, ça peut être aussi de produire une partie de sa matière azotée sous forme de concentré. Je pense aux protéagineux purs, méthagrains, les alternatives qui existent et qui fonctionnent aujourd'hui sur la voie mâle. Une seconde question. Donc, cette question, c'est lié au nombre de vélages. Est-ce que si on fait de plus en plus de vélages, est-ce qu'on améliore son revenu? Concrètement, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué et ce qu'on voit sur le terrain, mais aussi ce qu'on a vu d'un point de vue statistique avec la base de données, quand on prend au-dessus 60 à 65 vélages par travailleur, on ne voit pas d'écart de rentabilité. Donc la productivité du travail peut être un critère intéressant si elle ne met pas à défaut l'autonomie alimentaire. Donc on voit bien que le premier niveau pour dessiner son schéma fourrager et son volume de production est clairement la capacité à nourrir tous les animaux avec du fourrage de qualité toute l'année. Si on augmente le volume et qu'on perd cette autonomie, les vélages, on va dire qualifiés de non autonomes, parce qu'ils vont provoquer cette perte d'autonomie, ne seront pas du tout rémunérateurs. Donc on voit que la productivité du travail est limitée par l'autonomie alimentaire dans un premier temps. Donc, une nouvelle question qui vient d'arriver. Le semis de prairies sous couvert de sec, de veste, de légumineuses pour faire de l'ensilage fibreux et plus riche en protéines. Avez-vous des reculs sur les élevages qui font cela?
En effet, aujourd'hui, on commence à avoir, on va dire, du recul. Hein. On a des élevages qui pratiquent le semis sous couvert depuis 5 à 6 ans. Alors, bon, les premiers élevages sont partis avec des semis sous couvert avec plutôt une forte proportion de céréales. Aujourd'hui, on a un grand nombre d'éleveurs qui sèment des prairies sous couvert avec peu ou pas de céréales, donc à savoir sous des couverts de protéagineux et de trèfle annuel. Aujourd'hui, on a clairement du recul avec des volumes en première année qui sont bien plus conséquents hein, en première exploitation. Donc, souvent, on voit des gains entre 3 et 5 tonnes de matière sèche sur la première année de la prairie, et puis des niveaux azotés qui, aujourd'hui, sur le terrain, on voit assez fréquemment des 15 à 16 de MAT et aussi au-delà, et derrière, plutôt des bonnes performances techniques. Avec, s'il y a une petite alerte qu'on peut faire, c'est clairement sur la capacité à bien préfaner ce type de fourrage. C'est vraiment là où il faut être en capacité de bien le préfaner. Parce qu'on arrive parfois sur des volumes un peu plus conséquents, à une saison où il n'y a pas forcément des grosses fenêtres météo. Donc, des fois, l'avantage d'avoir peu de céréales, c'est qu'on peut patienter quelques jours pour avoir une bonne fenêtre météo et bien préfaner ce style de fourrage qui, derrière, vont donner un vrai bonus sur l'autonomie alimentaire. Hein. On a aujourd'hui des élevages on a plusieurs élevages qui engraissent toute la voie femelle sans achat de concentré azoté avec ce type de fourrage. Donc, au niveau des questions, pour l'instant, c'est clos. On n'a pas d'autres questions. Donc, Kevin, tu vas pouvoir reprendre la main pour faire. Ouais, continuer. Okay. Hop, alors, je vous remets ça à l'écran. Bon, n'hésitez pas à relancer les questions derrière. Hein, si vous avez des questions qui reviennent, n'hésitez pas. Parce que je pense que l'échange, même si c'est sous un format différent, est très intéressant. Alors ensuite, quand on a fait l'autonomie alimentaire, du coup, on a souhaité vous parler d'une deuxième partie. Hein, c'est la partie mécanisation. Bon, je vous apprends rien. Hein, le premier poste de charge en herbivore, c'est la mécanisation. Donc la mécanisation, on s'en passera jamais, il en faut. Quand on creuse un peu dans la mécanisation, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que plus de 50%, près de 50% des charges de mécanisation sont liées à la traction, à savoir aux automoteurs, hein, donc concrètement le tracteur, des choses comme ça. Donc voilà, donc là, un sujet très important. Donc voilà, qui parfois, on ne maîtrise pas tout. Hein. Je pense surtout, moi, à l'aspect qui peut être qu'on subit parfois, c'est surtout le parcellaire hein, et le fait qu'il soit groupé ou très morcelé. Hein. Donc indirectement, ça engendre des heures de tracteur supplémentaires. Alors quand on regarde dans la mécanisation, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui joue clairement, c'est le nombre d'heures de tracteurs par an. Le parc joue, le parc matériel, alors j'entends par le parc le style de tracteur qu'on achète, la puissance, tout ça, même s'il faut de la cohérence, on va le reprendre. Mais le premier point, c'est clairement le nombre d'heures de tracteurs par an. Et pour jouer sur le nombre d'heures de tracteurs par an, on voit bien que si on est dans un schéma herbagé, donc on voit bien que l'objectif il est là, hein, c'est d'avoir 90% au moins d'herbe dans son schéma herbagé. Du coup, il y a peu de cultures annuelles. Et on voit bien que les enjeux, j'ai essayé d'illustrer plutôt la thématique avec ces photos. Hein, c'est qu'il faut un maximum de piquets et d'isolateurs sur votre exploitation, en tendant vers le 100% clôturé dans la mesure du possible. Et puis l'autre photo que j'ai mis à côté, c'est pour illustrer un peu la question tout à l'heure. On reste persuadé qu'il faut profiter des qualités maternelles des vaches, à savoir qu'elles produisent du lait. Et on voit bien aujourd'hui dans les élevages qui nourrissent bien le couple mervaux avec des fourrages de qualité, on arrive avec des animaux lourds au sevrage à 9-10 mois. Et là, quand on arrive avec des animaux lourds au sevrage à 9-10 mois, qui ont consommé peu ou pas de concentré, déjà, on a une bonne partie du boulot de fait. Et puis, on voit bien que aussi, quand on fait des sevrages plus tardifs, ça pâture plus longtemps. Je pense aux
au pâturage forcément des mâles et des femelles qui sont nés à l'automne et qui sont sevrés au mois de juin-juillet. Donc il faut vraiment, je pense aussi à la finition des vaches à l'herbe au printemps. Tous ces leviers-là sont indispensables pour minimiser le nombre d'heures de tracteur et gagner en rentabilité sur l'atelier viande bovine. Et derrière, ça aura forcément un impact sur les besoins de fourrage à récolter et à distribuer par UGB. Et là, voilà, toujours dans la même illustration, quand on est au printemps, ça peut être un objectif. Nous, on le voit sur le terrain. Aujourd'hui, on a des élevages qui arrivent clairement. Et une fois qu'ils ont arrivé, qui reviennent rarement en arrière, c'est que quand on est au printemps, les silos sont fermés et le bâtiment est vide. Et ça, c'est des journées ou une période qui est propice aux économies de mécanisation sur cette période-là. Et c'est aussi vrai de plus en plus, au vu des pousses de l'herbe, des pousses d'herbe qu'on a, c'est aussi vrai de plus en plus sur la valorisation de l'herbe d'automne. À savoir qu'on est toujours assez régulièrement entre 1 tonne et 1,5 tonne par hectare d'herbe à l'automne. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à impacter de plus en plus un bilan fourrager sur le fait que cette herbe soit valorisée ou pas. Ça va très très vite, 1 tonne à 1,5 tonne. Ça va très vite. Sur 4-5 hectares, on nourrit un UGB à l'année. Donc aujourd'hui, c'est indispensable sur le pâturage de printemps, sur l'ensemble des animaux, et aussi d'aller chercher l'herbe d'automne. Et puis derrière, sur la mécanisation, aussi, ce qu'on remarque clairement, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, chez un spécialisé viande bovine, donc je parle bien de spécialisés, donc qui n'ont pas d'autres ateliers à côté, que ce soit un gros atelier culture ou d'autres ateliers, on voit bien qu'on est en capacité économique d'amortir uniquement un tracteur d'élevage. Et puis qu'on n'a pas besoin d'avoir de tracteurs à forte puissance en propriété. Et on voit bien qu'on n'a pas aussi les capacités économiques de les rembourser. Donc on voit bien que de toute façon, dans un schéma herbager en spécialisé viande bovine, il y a peu d'heures de tracteurs qui demandent de forte puissance. Dans ce cas-là, il faut utiliser les leviers habituels, entre autres la CUMA, le TA, la copropriété, voire la location qui commence un peu à se développer. Donc, c'est des critères très très importants. Aussi, la mécanisation, ce sont des postes qui ne cessent d'augmenter aussi au vu de la conjoncture. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, pour un tracteur à forte puissance, aujourd'hui, ce n'est pas justifié chez un spécialisé viande bovine. Autre chose intéressante, en fait, quand on a mis toujours tous nos coûts de production dans une seule et même base, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas de lien en plus entre notre parc matériel. Concrètement, plus on a d'amortissement sur l'entreprise, à savoir plus on a un parc que matériel, on peut supposer du matériel parfois plus récent, l'entretien suit ce poste-là. Donc, à savoir que plus on a d'amortissement et derrière, plus on a un parc matériel conséquent et également parfois récent, on a également un poste d'entretien qui tend à monter. Donc on voit que c'est pas parce parfois on achète du matériel neuf qu'on n'a pas d'entretien ou de panne. Donc ça fait partie de la réflexion. Donc on voit bien que le levier, c'est clairement le nombre d'heures qui fait qu'on est en capacité de faire vieillir un matériel de traction, de diminuer ce nombre d'heures. Voilà, donc pour finir sur cette petite partie mécanisation, les différents outils, on voit bien que c'est clairement aujourd'hui déjà commencer par mesurer régulièrement et tous les ans les stocks que vous récoltez et consommez. Car aujourd'hui, on voit de très gros écarts entre les élevages dans des schémas similaires. Et on voit bien que plus ce critère est bas, moins on récolte, moins on distribue. Et puis, on peut aller plus loin, moins on aura besoin de paille. Je pense à ceux qui achètent de la paille au vu du contexte actuel. Et puis, c'est le travail aussi derrière. Donc, on voit bien que c'est un outil qui est très intéressant, c'est de mesurer régulièrement vos stocks fourragers.
Et puis derrière, la mise en place du pâturage, le pâturage tournant, clôturer, viser le 100% clôturé sur l'exploitation, les réseaux d'abreuvement, l'organisation du travail. Donc, on voit bien qu'il y a différents leviers pour jouer sur ce nombre d'heures. Et puis aussi, on a quelques dossiers là où on est en train de le faire. Je pense aussi à la restructuration parcellaire. Hein. Parfois, réfléchir à plusieurs sur la restructuration parcellaire à plusieurs exploitations afin d'éviter de se croiser sur la route en tracteur et de se voir à d'autres circonstances. Pour finir, une petite partie sur le troupeau. Concrètement, ce qu'on a remarqué et ce qu'on a vu d'un point de vue statistique, rien de nouveau, mais on voit bien qu'aujourd'hui, plus les UGB sont productifs, plus on dilue le coût de production. Donc c'est le message qu'il y a depuis plusieurs années, mais il faut faire la guerre aux animaux improductifs. Et puis ensuite, quand on parle de productivité, quand on regarde au sein d'une même race, on voit que un des liens, on voit bien que c'est le poids de nos vaches de réforme qui explique en partie les kilos vifs par UGB. Donc là, derrière, qui dit poids des vaches de réforme, c'est clairement la conduite de la génisse, la génétique. Car aujourd'hui, on sait clairement que, en fait, par exemple, l'âge au premier vélage joue pas ou peu sur le poids de carcasse final. On voit clairement sur la conduite de la génisse, il y a un gros. Il faut être très attentif sur cette catégorie qui parfois est un peu délaissée. Et quand on regarde d'un point de vue statistique, alors excusez-moi, on voit un peu mal le gris, mais quand on regarde d'un point de vue statistique, qu'est-ce qui explique les écarts au sein d'une même race? C'est les poids de carcasse des vaches, c'est l'âge au premier vélage, et puis c'est également le taux de finition des animaux. Donc on voit bien que dans les leviers pour jouer sur sa productivité, il faut conduire les génisses pour qu'elles atteignent leur 700, voire 800 grammes de la naissance jusqu'à leur premier vélage, 800 grammes de croissance. Donc voilà. Et puis plus on finit d'animaux, plus on tend à avoir une productivité qui s'améliore. De ce fait, pour finir là également, sur les outils, alors déjà un point qui est très structurant en termes de main-d'œuvre, de gain de mortalité sur les veaux, des saisons strictes de vélage. Donc strict, c'est-à-dire que quand vous mettez, pour rappel, la définition de la saison, c'est quand vous commencez la reproduction de votre lot, tous les vélages doivent être finis. Donc on sait qu'une saison de vélage, c'est 2 à 3 mois maxi. Et ça vous permettra également de faire un tri génétique sur la fertilité des animaux. On revient encore sur la pesée des animaux, entre autres sur les génisses. On voit bien que pour faire des vélages précoces, pour avoir des carcasses dans vos objectifs, il faut s'assurer de la croissance de vos génisses et des objectifs à atteindre par rapport à l'âge au premier vélage fixé. On a toute la partie génétique également, à savoir l'estimation génétique de votre troupeau, les choix paternels sur la génétique, et puis bien d'autres outils sur la partie troupeau. Voilà, j'arrive au terme de mon exposé. On a remis quelques leviers. On voit bien que je l'ai pas exposé, mais ça va de soi. Aujourd'hui, la valorisation des animaux est indispensable. On peut bien travailler sur les coûts de production, mais il faut aujourd'hui vendre ces produits à un prix juste. Ça, j'entends, et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. On voit bien aujourd'hui, on voit quand même des écarts dans une même race selon les filières, selon la qualité des animaux. Je pense à le fait d'avoir des animaux jeunes à l'abattage sur la voie femelle, la conformation des animaux aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est ne pas délaisser cette partie-là. Bien entendu, la conjoncture. La productivité de la main-d'œuvre, on en a parlé un peu tout à l'heure, au niveau de la réflexion et de la question que vous aviez posée. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ça arrive dans un second temps. Le premier point, c'est vraiment l'autonomie alimentaire avant tout. Et si on peut jouer sur la productivité de la main-d'œuvre si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, ce qui est ressorti aussi, on s'en doutait un peu, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus d'économie
d'échelle du tout sur les charges de structure. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des gros troupeaux et des troupeaux de taille plus classique, on peut dire, autour de 60 vélages, et des troupeaux qui en ont 150, 200 sur des structures plus conséquentes. Mais on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, on ne retrouve pas, nous, dans notre base de données, d'économie d'échelle sur les charges fixes, sur cette partie-là. Voilà, donc voilà les différents enseignements sur les clés du revenu. On voit la taille du troupeau qui est liée à l'autonomie fourragère, le coût alimentaire, poste très impactant, avec la capacité à faire des fourrages de qualité, la capacité et le fait et la volonté de stocker ces céréales sur l'exploitation. La mécanisation, poste très important, où là, il faut jouer sur le système pâturant et puis le nombre d'heures. La chasse aux animaux improductifs. On voit bien que la réduction des charges reste un levier majoritaire, même s'il faut vendre forcément ces produits à sa juste valeur. Et puis le chargement du système est aussi une des clés. On voit bien que quand il y a plusieurs ateliers, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Donc, il faut bien viser l'autonomie alimentaire avant tout. Le côté intéressant, c'est la transition, comme a évoqué tout à l'heure Nicolas, c'est la transition par rapport aux prochains webinaires. On voit que les leviers économiques se rapprochent bien souvent des leviers environnementaux quand on parle des gaz à effet de serre. Donc, je ne peux que vous inviter à être présent également au prochain webinaire, car on voit que le côté intéressant, c'est que tout va dans le même sens sur cette partie-là. Et puis également, si on va jusqu'à la fin, quand on a regardé également la partie rentabilité revenu, là on était sur la marge brute, quand on regarde notre observatoire, on est autour de 1,7 SMIG sur nos naisseurs engraisseurs, autour de 2 SMIG chez nos naisseurs bio. Donc, on voit aujourd'hui qu'on voit bien que les élevages qui sont dans ces réflexions technico-économiques ont un certain revenu qui est acceptable ou pas. Chacun a ses souhaits. Mais en tout cas, le constat aujourd'hui, c'est qu'on est entre 1,7 et 2 SMIG sur l'ensemble de nos élevages quand on fait la moyenne de ces élevages-là. Donc voilà, je vous ai remis aussi derrière, n'hésitez pas à échanger avec vos conseillers sur cette thématique, à savoir avoir un suivi technique et économique annuel assez régulier, parce qu'on voit bien que c'est le nerf de la guerre pour aller chercher ce gain d'autonomie, ces économies de méca et surtout ce gain de revenus. Et puis pour finir, je vous remets aussi, on est en plein dans la campagne de nos groupes. Aujourd'hui, on a des groupes qui attaquent leur 11e année. Quand on fait le point sur tous nos élevages en groupe, aujourd'hui, on a 13 groupes. Quand on fait le point sur nos élevages en groupe, nos éleveurs qui sont en groupe depuis plus de 4 ans, ils sont à plus de 2 000 € de revenus par mois. Donc, on voit bien que y a l'individuel, mais le collectif a une force très, très intéressante pour se comparer, pour échanger, pour aussi créer du lien social, au vu de la période qu'on passe. Je pense que ce ne sera pas trop pour partager sur les expériences des uns des autres. Donc, si ce n'est pas le cas, on ne peut que vous encourager à intégrer un groupe. Donc, voilà un peu sur cette partie exposée et puis le retour de vos diagnostics que vous avez réalisés au sein de vos élevages par l'équipe de conseillers. Voilà pour cette partie-là. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions, s'il y a. J'espère qu'il y a. Donc, on va reprendre quelques questions. Donc, dans les questions, donc, il y a une question qui est un petit peu liée à la génétique et au fourrage, comme tu as parlé de fourrage. Quel profil génétique valorise-t-il mieux les fourrages en viande bovine? Bon, ça peut être un vrai débat sur le profil génétique. Après, aujourd'hui, on peut aussi, à la limite,
la réflexion qu'on a menée avec certains groupes aujourd'hui, c'est plutôt déjà dans un premier temps quel type d'animaux je veux et puis derrière quelle génétique je mets pour atteindre ce profil. Maintenant, on voit bien qu'on a des choses qui ressortent tout de même, hein, entre autres sur les qualités maternelles. J'entends, on voit bien dans les objectifs, de toute façon, que plus on a de veaux sevrés vivants, donc on a un regard forcément sur les facilités de vélage et l'aptitude au vélage des mères. On voit bien qu'aujourd'hui, les qualités laitières sont un levier indispensable. On voit bien, nous, de gros écarts là-dessus, hein. Et puis la précocité des animaux. On voit bien que les souches entre guillemets tardives, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de la précocité. Le cycle allaitant est très long. Du coup, plus on aura de précocité, plus on gagnera sur le temps. Et puis, ce qu'on voit sur le terrain quand même aujourd'hui, c'est avoir un regard sur la conformation des animaux au travers aussi de vos choix de reproducteurs. On voit que dans certaines filières aujourd'hui, il y a des vraies rémunérations quand on a atteint une certaine conformation. Et ça, c'est aussi au travers des choix génétiques. Et puis la petite parenthèse, c'est qu'il y a la génétique animale, mais ne sous-estimons pas la génétique végétale, au travers, je pense, là, au travers de vos choix variétaux. À mon avis, c'est un levier aujourd'hui qui est parfois sous-utilisé. Donc, une question sur la partie stock, par rapport au stock. Donc, quelle est la quantité de stock que j'ai besoin par JB dans un système naisseur-engraisseur pour être le plus efficace possible? C'est une très bonne question. Si on prend nos repères de moyenne pour situer, on est autour de 2 tonnes 8 de mémoire. Oui, c'est ça, 2 tonnes 8. Donc voilà un premier repère. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, au sein d'un même système, on arrive à quasiment 1 tonne d'écart entre le plus faible et le plus élevé. Donc, je ne peux que vous encourager à surtout mesurer au stock, car au quotidien, pour le faire très fréquemment, quelqu'un qui a besoin de 2 tonnes 5 quand il est naisseur-engraisseur de JB ou quelqu'un qui a besoin de 3 tonnes 5, derrière, il faut pas les mêmes marges de sécu. Donc, on voit bien qu'on est autour, on va dire, en moyenne de 2 tonnes 8, 3 tonnes, mais surtout, n'hésitez pas à mesurer vos consommations réelles et surtout de changer ou d'adapter vos pratiques, car plus il est bas, plus il diminue. Enfin, on a quelques cas là sur des schémas naisseurs. Enfin, moi j'en ai 2 en tête là, à des très faibles niveaux en système herbagé naisseur. Du coup, on voit bien que la méca derrière, ça impacte fortement le coût de la mécanisation sur l'exploitation. Je vais revenir maintenant sur une autre question liée à la mécanisation. Est-ce qu'il existe des pratiques spécifiques pour baisser le nombre d'heures d'extraction? Dans les pratiques, il existe des pratiques en effet. Alors on voit bien que si on prend, alors la première pratique, c'est clairement le pâturage. Donc ça, voilà, je l'ai dit, plus ça pâture, voilà. Si le 1er mai, tous les silos sont fermés, tous les animaux sont dehors, ça va forcément, du coup, être impactant sur le nombre d'heures. Après, dans les autres pratiques, c'est il y a des choses assez faciles à mettre en place. Là-dessus, j'entends affourager 3 fois par semaine, les circuits, des tracteurs que vous faites au quotidien, hein, parfois dans le circuit pour réussir à adapter ceci. Un des leviers, on l'a évoqué, mais qui n'est pas toujours facile, on voit bien, c'est à réussir à tendre vers un parcellaire groupé au travers d'échanges parcellaires, avoir des réseaux d'abreuvement dans les champs en automatique pour pas rouler de l'eau. Mais on voit bien que de toute façon, un des premiers leviers, c'est clairement la durée de pâturage, car ça va jouer sur les besoins de stock à récolter, les stocks à distribuer, le paillage, le curage, le fumier. Donc on voit bien qu'en système bovin-viande, c'est clairement
le levier indispensable. Aussi, sur l'affouragement, ce qu'on tend à remarquer, c'est clair, c'est que moins on a de types d'aliments à donner tous les jours, moins on fait d'heures de tracteur. Donc on voit bien que la simplification passe aussi parfois par le type de rationnement, le type de fourrage, et tendre vers le moins de nombre de fourrages à distribuer tous les jours pour diminuer le temps et le coût. Donc, une autre question qui vient d'arriver, donc sur les stocks et puis sur, on va dire, l'autonomie fourragère. Donc, comment trouver l'équilibre entre le chargement, donc la surface fourragère, et les céréales pour avoir un minimum d'autonomie en paille? Très bonne question. Très bonne question. C'est vrai que aujourd'hui, on voit bien, on a quelques dossiers où, à mon avis, le premier poste de charge pour la future compta va être la paille. Donc, on voit que c'est des vraies réflexions. Trouver l'équilibre entre les deux, j'aurais tendance à dire, faut vraiment avoir une réflexion plus globale déjà sur la rentabilité de chaque atelier. Donc, déjà savoir sur l'atelier viande la rentabilité, mais également la rentabilité de l'atelier culture, pour voir, pour aller jusqu'au bout, pour voir combien vous revient votre tonne de paille. Et puis après, c'est selon les types de sols, selon vos affinités. Donc voilà, on a quelques élevages aujourd'hui qui produisent pas du tout de céréales. On en a quelques-uns en tête là qui produisent uniquement du maïs grain, par exemple. Bon, avec du recul, je vois sur ces élevages aujourd'hui, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils n'avaient pas un potentiel de sol permettant de dégager un certain rendement et l'atelier culture céréales d'automne n'était pas rentable et la paille revenait aussitôt très chère. Donc, je pense que c'est vraiment trouver votre équilibre selon le potentiel de sol, selon vos affinités. Et puis après, aussi jouer sur les leviers pour économiser la paille. Donc là, on va revenir encore sur le pâturage, sur le style de bâtiment. Aujourd'hui, on commence à avoir un peu de méthodes, on va dire, partielles alternatives. Voilà, j'entends derrière style le bois déchiqueté ou autre. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment, à mon avis, commencer par la rentabilité de chaque atelier. Et puis, mais c'est une très très bonne question et très bonne réflexion. À mon avis, parfois, certains dossiers, on n'a pas pris le temps d'aller chercher vraiment la rentabilité de chaque atelier et le niveau optimum de production de chaque atelier et non le niveau maximum. Et donc, une autre question pour finir. Donc, faire des intercultures pour faire du stock, intérêt ou pas? Ça peut avoir un intérêt sur le terrain, en fait, avec des systèmes herbagés, comme évoqué, avec 90% d'herbe, on en voit plutôt peu. Après, des intercultures, bon, aujourd'hui, ce qu'on a tendance quand même à regarder, attention au coût de la semence, j'aurais quand même tendance à dire. J'ai quelques dossiers où la tonne, les 2-3 tonnes qu'ils ont récoltées leur sont revenues très chères parce que voilà, attention au coût de la semence. Et puis après, derrière, quand c'est pour faire une culture de printemps, voilà, la règle est à peu près connue par tous, mais on ne gagne pas des deux bouts. Donc, ce qu'on sort à l'interculture, on ne gagnera pas sur le maïs. Je pense au maïs, par exemple. On a quelques dossiers qui ont été gagnés sur le dérobé et derrière le maïs, selon les années climatiques, peut vite souffrir. Donc sur les intercultures, voilà, ça peut être des alternatives. Maintenant, on a quelques dossiers qui le gèrent en pâturage. Là. On a quelques dossiers qui pâturent ces intercultures avec des animaux, on va dire, des animaux avec un peu moins de besoins. Enfin, on a quelques dossiers sur des génisses pleines, des animaux un peu moins lourds, là, qui valorisent de bonne heure ces intercultures sans compromettre la culture de printemps suivante. À mon avis, il ne faut pas compromettre la culture suivante, surtout. Bien penser que c'est l'interculture ou les couverts, à la base, c'est aussi c'est utile pour la culture suivante.
Donc, très bien, merci Kevin. Donc, là, merci aux différents éleveurs. Bon, c'est un peu frustrant de ne pas échanger de vive voix, mais le contexte est là. Donc, voilà, donc je vais repasser la parole à Nicolas qui devrait pouvoir se reconnecter, voilà, pour faire la conclusion du webinaire. Donc, j'espère que vous m'entendez. Oui, tout à fait. Oui. Bon, je remercie Kevin et Bénilde et ainsi que Myriam aussi que vous ne voyez pas mais qui a fait toute cette logistique. Donc voilà, travaillez moins sur vos tracteurs, hein, c'est ce que j'ai retenu. Donc c'est toujours bon signe. Voilà, moi c'est ce que je retiens et bien entendu aussi la productivité du troupeau. Donc vous n'hésitez pas, surtout pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Donc la web binaire va être possible de revisionner cette web binaire. Et puis si vous avez des collègues qui n'ont pas eu le temps de la regarder, ils peuvent bien entendu la voir. Je crois qu'elle doit être sur YouTube. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine. Donc, Bénil, rappelle-moi le thème justement de la prochaine webinaire qui est sur le carbone. Donc, c'est sur les gaz à effet de serre et puis donc les impacts et puis qu'est-ce que ça peut apporter au niveau des élevages de bovines. Voilà, donc n'hésitez pas, donc c'est au 12 février, c'est la prochaine webinaire. Voilà, bon, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.